Et si chercher la vérité, c'était s'empêcher de la trouver? C'est ce que défend le falsificationnisme, dont Karl Popper est le représentant le plus emblématique. Et aujourd'hui, Karl Popper rencontre Alexandro Volta. Quelques petits rappels. Dans la dernière vidéo, on a suivi la trace de l'inductivisme. Cette épistémologie part du constat que notre pensée normale a des vices. Ces vices, ce sont les sentiments, les intérêts, nos préjugés. Ils constituent une sorte de pente naturelle de la pensée qui génère en nous une forme d'aveuglement, voire de délire, qui nous conduit à ne plus être capable de reconnaître les faits. Le projet de l'inductivisme, c'est donc de chercher à démarquer la science de cette irrationalité naturelle qui caractérise l'être humain et qui nous conduit à toujours chercher à confirmer ce qu'on croyait déjà auparavant. Contre ces vices, l'inductivisme construit donc une méthode, une pratique scientifique qui est déterminée par un ensemble de principes. D'abord, le scientifique doit obtenir un très grand nombre d'observations de manière à pouvoir formuler des énoncés généraux qui aient une forte puissance de généralité. Ces énoncés généraux, ce sont les lois scientifiques. Le type de raisonnement qui permet donc de multiplier les observations pour formuler une loi scientifique, c'est le raisonnement par induction qui donne son nom à l'inductivisme. Deuxièmement, il faut faire varier les conditions d'observation, multiplier les circonstances dans lesquelles on manifeste un fait, pour bien circonscrire, bien délimiter les conditions de validité de la loi. Et le troisième principe, c'est que aucun fait ne doit contredire la loi qu'on a formulée. Une loi qui serait contredite est une loi qui doit être considérée comme fausse. Ce troisième principe, il n'est pas anodin. Et ça va être important aujourd'hui, parce qu'il revient à dire que les faits comptent plus que les théories. Il revient donc à affirmer que la science est empirique, que c'est l'expérience qui doit guider le scientifique dans la construction de son interprétation des faits. D'autre part, ce troisième principe définit l'idée de loi de la nature, en la distinguant par exemple des lois humaines. Les lois de la nature ont comme caractéristique d'être strictement inviolables, et c'est cette inviolabilité qui garantit qu'il s'agit bien de lois de la nature et non pas d'inventions humaines. Pour illustrer l'inductivisme, on a commencé à explorer un moment de l'histoire des sciences, la découverte par Galvani de ce qui va s'appeler l'électricité animale, c'est-à-dire le point de départ d'un courant intellectuel du XVIIIe siècle qui s'appelle le galvanisme. Après avoir découvert par accident que s'il touche avec la pointe de son scalpel, qui est en métal, une cuisse de grenouille à proximité d'une machine qui génère de l'électricité, Galvani va parvenir à déclencher ce mouvement musculaire volontairement et sans source d'électricité extérieure. Le galvanisme, c'est donc la thèse selon laquelle les êtres vivants peuvent générer une électricité. Pour Galvani, la grenouille, c'est une bouteille de Leyde. Ce qu'on voit bien, c'est que derrière cette loi que propose Galvani, à savoir les animaux peuvent générer de l'électricité, des questions qui sont d'une part des espoirs, ça veut dire qu'on peut expliquer la façon dont le cerveau donne des ordres au corps avec l'électricité. Ça veut dire qu'on peut expliquer la sensation, la manière dont je perçois la lumière, dont je sens les choses, dont je goûte quelque chose par l'électricité. L'acidité, c'est de l'électricité. Mais aussi certains problèmes. Pourquoi les anguilles électriques sont capables de produire des décharges et nous non? Est-ce que toutes les parties du corps produisent de l'électricité? Si l'électricité est naturelle aux animaux, pourquoi on a mal quand on prend une décharge? Ce que ces questions indiquent, c'est que la loi, elle a une grande puissance de généralité et qu'elle va trouver certains faits qui la mettent en difficulté. Et c'est précisément sur ce point qu'une controverse très importante pour la théorie de l'électricité va éclater au XVIIIe siècle entre deux protagonistes, Galvani et Alexandro Volta. L'expérience la plus significative de Galvani, rappelons-le, c'est qu'il parvient à déclencher le mouvement moteur de la cuisse d'une grenouille simplement avec des plaques de métal. Il déclenche le même effet que lorsqu'on a une source d'électricité à proximité, en l'absence de cette source d'électricité, ce qui indique que c'est la cuisse de grenouille elle-même qui cause l'électricité. Pour Galvani, l'arc métallique il a seulement une fonction de conducteur. Il est là simplement pour permettre la décharge qui a pour cause la cuisse de grenouille elle-même. Galvani, il vient de Bologne, c'est un Italien. Et dans une autre ville, à Padoue, il y a un autre scientifique qui est extrêmement intéressé par la découverte de Galvani, c'est Volta. Et au début, Volta est un partisan de Galvani. Il souscrit à l'idée selon laquelle il y a une électricité animale. Il cherche seulement à en explorer l'étendue, les conditions, à essayer de préciser cette thèse. La première expérience marquante que Volta va proposer va consister à essayer de faire varier l'endroit qui permet de déclencher l'électricité. L'arc métallique formé de deux plaques de métal va donc être déplacé par Volta. Il ne le fera plus passer d'une partie d'un nerf à un autre, mais entre le cœur et un muscle. Or, ce que va montrer Volta, c'est que, dans ces conditions, il n'y a pas de décharge électrique. Il est important de remarquer que pour la méthode inductiviste, la découverte de Volta est une sacrée épine dans le pied.
Galvani soutient la loi selon laquelle les animaux peuvent générer l'électricité, et l'expérience de Volta montre un cas qui infirme cette loi générale. Pour résoudre ce problème, l'inductivisme va donc devoir circonscrire, limiter, réduire la portée de l'énoncé qu'il avait formulé, en faisant appel à ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc. Ad hoc, ça veut dire qu'il est fait pour l'occasion. Et on va voir que ce recours aux hypothèses ad hoc, dans une certaine mesure, devient rapidement toxique pour l'inductivisme lui-même. Galvani, ici, va réduire son hypothèse en disant que c'est seulement une électricité qui passe par les nerfs. Il va d'ailleurs parler lui-même de neuroélectricité. Mais imaginons une expérience dans laquelle, entre certains nerfs, l'électricité ne passe pas. Alors il va falloir réduire en disant que c'est seulement entre certains tronçons de nerfs. Et si on trouve des tronçons de nerfs dans lesquels l'électricité ne passe pas, alors on va par exemple pouvoir dire que c'est l'expérience qui a été mal faite ou la machine qui ne fonctionne pas. Et si avec certains métaux on trouve que ça ne fonctionne pas, on va dire que c'est avec d'autres métaux. Bref, on peut rajouter autant d'hypothèses ad hoc que l'on veut pour pouvoir protéger une hypothèse. Et c'est le point de départ de la critique que Karl Popper adresse à l'inductivisme. Chercher la vérité n'est pas un bon critère de scientificité. Au fond, la critique de Popper est la suivante. L'inductivisme ne remplit pas ses propres exigences. Rappelons-nous, l'objectif de l'inductivisme, c'était d'éviter le vice intellectuel qui consiste à toujours vérifier une hypothèse dans laquelle on croyait au départ. Et ce que montre Popper, c'est que la méthode inductive, la méthode d'accumulation des faits, elle est exactement prisonnière du même problème. En effet, l'inductivisme, c'est une théorie vérificationniste. Son premier principe est de chercher le plus grand nombre de faits qui permettent de corroborer la loi qu'elle est en train de formuler. C'est donc l'hypothèse de départ qui va guider la recherche des faits. Si l'on cherche par exemple à montrer que l'électricité peut être générée par les animaux, et qu'on observe que dans la condition 1, ils déclenchent cette électricité, dans la condition 2 aussi, dans la condition 3 aussi, etc., alors la multiplication de ces conditions va nous autoriser à considérer que la loi est établie. Or, dans cette méthode, il y a un double problème qui se cache en fait. D'abord, un problème de logique, et ensuite un problème psychologique. Le problème de logique, c'est un problème classique de l'épistémologie. C'est le problème de l'induction. Le premier principe de l'inductivisme, c'est en effet qu'il faut raisonner par induction. Raisonner par induction, cela veut dire qu'à partir d'un grand nombre de cas particuliers, on va essayer d'inférer une loi générale. Mais là, c'est un raisonnement qu'on n'est pas autorisé logiquement à faire. D'un très très grand nombre de cas particuliers, on ne peut pas déduire un universel. Il n'y a pas de relation de nécessité logique entre la multiplicité des cas particuliers et l'universel. Le raisonnement inductif laisse toujours une place, si vous voulez, entre un très 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 grand nombre d'occurrences et la totalité des occurrences. Ce saut logique n'est pas autorisé. Autrement dit, si on entend par preuve un cas particulier qui permettrait d'affirmer un énoncé général, une preuve, ça n'existe pas. Mais à la limite, s'il ne s'agissait que d'un problème de logique, on aurait des solutions pour s'en prémunir. On pourrait, à chaque fois qu'on formule un énoncé, préciser l'ensemble des cas sur lesquels il porte, de manière à ne pas produire ce saut logique, cet abus de généralisation qu'est le problème de l'induction. Cependant, cette solution, elle n'est pas satisfaisante, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que cette restriction, elle empêche la généralité des lois scientifiques. Or, on attend précisément de la science qu'elle formule des lois, parce que c'est les lois scientifiques qui nous apprennent quelque chose sur le monde. Si on en reste à énoncer les constats des choses particulières qu'on a déjà vues, alors on n'a aucun pouvoir de prédiction, d'anticipation, et c'est précisément ce pouvoir d'anticipation et de prédiction qui fait la puissance de la connaissance scientifique. Autrement dit, il y aurait alors une contradiction entre le deuxième principe de l'inductivisme, selon lequel il faut faire varier les conditions d'observation pour éprouver, pour confronter la théorie à l'expérience, et le troisième principe, selon lequel, si un fait réfute une théorie, alors elle doit être considérée comme fausse. Si on refuse systématiquement la confrontation aux faits, alors ça veut dire qu'on renonce à l'exigence d'expérience qui définit l'exigence scientifique. L'inductivisme pose l'exigence de généralité comme critère de scientificité. Or, pour maintenir la vérité d'une hypothèse, il est contraint à y renoncer, et en même temps à renoncer à la scientificité. Et le deuxième problème, il est plutôt d'ordre psychologique. C'est que le raisonnement inductif, c'est aussi une tendance de l'esprit qui, en psychologie cognitive, s'appelle le biais de confirmation. On a tous déjà entendu quelqu'un soutenir une affirmation du type « Ah bah, il a bien neigé cet hiver !»
Du coup, c'est des conneries le réchauffement climatique, tu vois bien que ça se réchauffe pas. Le biais de confirmation, c'est la tendance spontanée, la pente naturelle de la réflexion, qui consiste à chercher partout autour de soi des faits qui vont confirmer une croyance qu'on avait déjà au départ. Énormément de vidéos ont déjà été produites sur ce sujet, je ne vais pas plus loin là-dessus, je vous y renvoie. Autrement dit, il y a dans l'inductivisme un problème de logique, qui, conjoint à une tendance psychologique, met en difficulté les critères de scientificité que l'inductivisme veut lui-même formuler. Et c'est à cette difficulté que Karl Popper va essayer de répondre. Ce que Karl Popper veut faire en premier, c'est résoudre le problème de logique. Il propose une solution au problème de l'induction. La solution que propose Karl Popper au problème de l'induction, elle repose sur une propriété de logique, assez simple à comprendre, assez élémentaire en elle-même. Si un cas particulier ne peut pas confirmer un énoncé général, c'est pas parce que ce corbeau est noir que tous les corbeaux sont noirs. En revanche, un cas particulier peut réfuter un énoncé général. Si ce corbeau n'est pas noir, alors il est faux que tous les corbeaux sont noirs. C'est cette propriété de logique, le particulier peut réfuter le général, que Karl Popper va exploiter pour formuler la théorie du falsificationnisme. Et pour le comprendre, on va farfouiller un peu dans la controverse entre Galvani et Volta. On ne peut pas pleinement apprécier l'importance de la découverte que fait Galvani si on ne précise pas les données du problème qu'il rencontre, l'état de la science avant sa découverte. À l'époque de Galvani et de Volta, le vocabulaire de l'électricité est peu fixé. Par électricité, on peut entendre 4 types de phénomènes. D'une part, le magnétisme, la propriété que certains métaux ont de s'attirer ou de se repousser les uns les autres. D'autre part, l'électricité à proprement parler animale, les décharges électriques que certains poissons en particulier peuvent provoquer. L'électricité atmosphérique, celle qu'on trouve notamment dans les éclairs. Et enfin, ce qu'on appellera tout de suite l'électricité statique. J'insiste bien sur le fait que moi je catégorise ces différents phénomènes avec des noms qui permettent de les distinguer. Mais à l'époque, le vocabulaire est un peu flottant, il est en cours de construction. Simplement, recensons les différents effets qui correspondent à ce que notre vocabulaire actuel permet de fixer. On sait en particulier, à l'époque de Galvani, que si on frotte un morceau de résine ou un tube de verre, alors on peut obtenir avec d'autres objets, comme par exemple du papier, des effets d'attraction et de répulsion. Les travaux sur cette première découverte ont conduit petit à petit, pas à pas, à la construction d'une machine dont on a parlé dans la dernière vidéo, la machine électrostatique. L'effet de frottement qu'on peut produire sur un morceau de résine peut être augmenté en utilisant une manivelle de façon à faire tourner une roue et augmenter la surface de frottement. Cette augmentation de la surface de frottement, elle permet de charger des dispositifs comme la bouteille de Leyde. Avec une augmentation de la charge électrique, on a donc montré qu'on est capable de produire une charge et une décharge à plus haute intensité qui notamment se manifeste par exemple par des étincelles. Et c'est dans le contexte d'une de ces étincelles que Galvani produit le mouvement de la cuisse de la grenouille. Nommons donc tout de suite électricité statique, une électricité qui a la propriété de se charger et de se décharger, à la différence du magnétisme dont les propriétés d'attraction et de répulsion sont figées dans un corps. Et la cause de la charge, c'est un mouvement mécanique. La découverte de Galvani est importante parce qu'elle permet de montrer qu'on peut déclencher une décharge électrique en l'absence de cause mécanique. Si un arc de métal placé sur les nerfs de la cuisse de la grenouille permet de déclencher le mouvement musculaire, alors il y a effectivement ici une nouvelle forme d'électricité, un phénomène nouveau qui est mis en lumière par l'expérience de Galvani. On peut donc formuler plus précisément la thèse du galvanisme de façon suivante. Les animaux peuvent générer de l'électricité. Il y a un type d'électricité spéciale qui a sa source exclusivement dans l'animal, c'est pour ça qu'on l'appellera électricité animale. Si on veut réfuter le galvanisme, il faut donc produire un dispositif expérimental qui puisse être décrit par un énoncé du type suivant. À tel moment, dans telle circonstance qu'on peut décrire précisément et reproduire, ce n'est pas l'animal qui déclenche l'électricité. Et c'est exactement ce que va faire Alessandro Volta. Pour ce faire, il va devoir montrer que l'arc fait de plaques de métal qui relie les extrémités du nerf de la cuisse de la grenouille peut produire la même décharge électrique en l'absence de la cuisse de grenouille. Et ce sont ces recherches qui vont le conduire à inventer la pile électrique. La pile de Volta porte bien son nom parce que c'est un dispositif technique qui est construit par un empilement de couches métalliques. Des disques de métal sont superposés les uns aux autres par couple
Entre les couples de disques de cuivre et de métal, Volta insère des plaques de carton qui sont imbibées d'eau. Volta considère que ces plaques de carton n'ont qu'un rôle secondaire, ce qui compte c'est l'empilement de plaques de métal. Et c'est ce dispositif d'empilement, de couple de plaques de métal, qui prendra pour nom pile voltaïque. Or, à partir de ce dispositif, Volta est capable d'obtenir exactement les mêmes effets que dans le cas de l'électricité statique. Il montre donc que l'on peut, avec une pile voltaïque, déclencher de l'électricité en l'absence de l'animal. Ce qui est extrêmement important, parce que ça supprime l'hypothèse que dans l'expérience de Galvani, ce soit l'animal, la présence de la grenouille, qui cause l'électricité, puisqu'en absence de la grenouille, on a exactement les mêmes effets. La pile voltaïque est extrêmement importante parce qu'elle produit à ce moment-là ce qu'on appelle une expérience cruciale. Une expérience cruciale, c'est une expérience qui dessine un chemin de croix. Ici, les deux chemins qui constituent la croix, c'est d'une part l'hypothèse de Galvani, selon laquelle c'est l'animal qui cause l'électricité, et d'autre part l'hypothèse réfutatrice, à savoir ce n'est pas l'animal qui cause l'électricité. L'expérience de la pile permet de réfuter le galvanisme, c'est en ce sens-là que c'est une expérience cruciale. Une objection qu'on pourrait ici être tenté de faire au falsificationnisme, c'est que c'est seulement une méthode destructrice en fait. C'est bien, Volta peut dire à Galvani, non, tu n'as pas découvert la cause réelle de l'électricité, mais la question alors reste complètement ouverte. Quelle est la cause de l'électricité? Mais cette objection en fait, elle n'est pas très forte. La réponse de Popper, c'est que la réfutation, elle est fertile ici. Elle est fertile d'une part parce qu'elle permet de spécifier les conditions du problème, et d'autre part parce que l'expérience, le travail de l'expérimentateur, il est à la source d'hypothèses nouvelles. Ici, le champ qu'ouvre Volta, c'est qu'on peut produire de l'électricité d'une part en l'absence de cause mécanique, et d'autre part en l'absence de cause animale. Il faut donc trouver quelle est la cause de ce phénomène nouveau qu'on va appeler l'électricité voltaïque. D'ailleurs, Volta n'est pas lui-même sans réponse à cette question. Il a une théorie concurrente qu'il va opposer à Galvani. Volta va plutôt se servir de l'électricité atmosphérique pour essayer de penser ce qui se passe dans la pile voltaïque. Dans le tonnerre et la foudre, il y a une décharge électrique qui semble indiquer l'existence d'un fluide matériel très fin, très subtil, très rapide, qui est capable de se déplacer entre deux points. Il fait donc l'hypothèse que ce qui se passe dans la pile voltaïque, c'est que le contact entre les différents métaux génère le passage du fluide électrique. On peut dénommer l'hypothèse que propose Volta électricité par contact. Le falsificationnisme ne répudie donc pas totalement le rôle du raisonnement inductif. Il y a bien une place de l'induction, mais elle est au moment de formation des hypothèses. C'est le grand nombre des faits qu'on a constatés qui permet de générer, de produire les hypothèses nouvelles. Là où le falsificationnisme innove, c'est dans la question de savoir comment on fait avec toutes ces hypothèses qui sont rendues possibles par l'induction. Dans le cas de l'électricité, par exemple, quelle est l'hypothèse la plus pertinente? Quelle hypothèse faut-il retenir parmi toutes celles qui sont possibles pour rendre compte de l'ensemble des phénomènes électriques? Un des gros avantages du falsificationnisme, c'est qu'il permet de donner une solution assez claire au problème de la démarcation. Cette solution, c'est que pour être scientifique, une théorie doit être falsifiable. C'est une idée qui est plutôt contre-intuitive, parce qu'elle revient à dire que c'est le faux qui est un critère de scientificité et non pas le vrai. Alors tout de suite, on va omettre une mésinterprétation, il ne s'agit pas de dire que la science est faux. Il s'agit de dire que la science c'est ce qui peut être réfuté par l'expérience. Et c'est donc le contrôle par l'expérience qui est la condition de scientificité. Le falsificationnisme conduit donc à abandonner la vérité comme finalité de la science. Et ça c'est plutôt intéressant. Parce qu'il est facile de formuler une théorie qui soit vraie. Des propositions comme « ce qui existe, existe » ou « demain, soit il pleut, soit il ne pleut pas » sont évidemment des propositions vraies. Mais elles ont beau être vraies, elles n'ont strictement aucun intérêt scientifique. Elle n'est pas assez scientifique, ici ça veut dire qu'elle n'apporte pas de connaissances nouvelles, elle manque de tranchant, elle n'élimine pas assez de possibilités. Pour qu'une théorie soit scientifique, et c'est ça le cœur du falsificationnisme, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle élimine une grande possibilité de fait. Une affirmation comme « c'est le simple contact entre des métaux qui cause l'électricité », eh bien c'est une affirmation tranchante. On peut trouver pas mal de conditions qui permettent de l'éprouver et évaluer effectivement sa vérité. Elle est falsifiable.
Ce que Karl Popper a à l'esprit, c'est qu'il y a un grand nombre de représentations du monde qui ont une prétention scientifique, mais qui sont tellement vagues qu'elles ne peuvent pas être falsifiées. Ces thèses-là, ce sont des pseudosciences. À cet égard, l'horoscope, c'est très bon. L'horoscope, il vous dira jamais que vous allez rencontrer une personne de 23 ans que vous n'avez jamais vue, qui a été 10 ans plongeuse professionnelle à Marseille, qui est née en 1987 et qui, le 24 juin 2022, va vous draguer en vous mettant la main sur l'épaule gauche au 221 Baker Street à Londres et que vous vous marierez 2 jours plus tard en Australie. Non. L'horoscope, il dit le bonheur est proche ou sachez reconnaître les opportunités nouvelles. Or, ce type d'énoncé est infalsifiable. Il n'y a aucun événement précis qui pourrait réfuter que le bonheur est proche ou que une opportunité va se présenter, parce qu'on pourra toujours, par exemple, rajouter des hypothèses ad hoc. Non mais tu n'as pas encore assez attendu. Non mais tu n'as pas assez fait d'efforts. La vérité n'est donc pas la qualité d'une théorie qui la rend scientifique parce qu'elle est parfaitement compatible avec le vague. Au contraire, une théorie est scientifique si 1. Elle a une grande puissance de généralité, et 2. Elle est assez précise pour spécifier des conditions de réfutation. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux conditions, d'une part la généralité et d'autre part la précision expérimentale, elles indiquent une qualité des théories scientifiques qui est leur audace. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux conditions, d'une part, une théorie doit formuler des lois générales, et d'autre part, ces lois générales doivent spécifier des conditions expérimentales précises pour les tester, permet d'indiquer une qualité des théories scientifiques. Cette qualité, c'est leur capacité à faire des prédictions audacieuses. Une bonne théorie scientifique, elle est surprenante, elle nous apprend des choses sur le monde. Et cette qualité, l'audace prédictive, elle est vraiment importante, parce qu'elle permet de rendre compte du fait que la science, elle nous apprend des choses sur le monde. Elle nous fait passer d'un état donné de notre représentation du monde à un état nouveau en nous surprenant. Et certaines réponses qui ont été données au problème des causes de l'électricité voltaïque sont un bon exemple de cette capacité des théories à formuler des prédictions audacieuses. La thèse de Volta, c'est donc que c'est le contact des métaux qui permet la circulation d'un fluide subtil qui est l'électricité. Il est intéressant de noter que, un peu avant les découvertes de Volta, en 1800, un autre scientifique, Lavoisier, a fait une autre découverte qui va fortement marquer son époque. Lavoisier utilise un four, une petite cuve de mercure et un contenant en verre qui permet d'isoler l'air qui entoure la cuve de mercure de l'air extérieur. Il rajoute à ce dispositif un baromètre qui permet de mesurer la pression atmosphérique à l'intérieur du contenant en verre. Il laisse la cuvette de mercure dans le contenant en verre qui l'isole de l'atmosphère extérieure sur un four de manière à ce qu'elle chauffe jusqu'à ébullition pendant un temps long. Progressivement, des petites plaques rouges vont apparaître sur le mercure, et ces petites plaques rouges, maintenant, on peut les nommer de l'oxyde de mercure. Parallèlement, Lavoisier montre que la pression de l'air diminue. Il interprète ce phénomène comme le transfert d'une certaine quantité de matière de l'air ambiant jusqu'au mercure produit par la combustion. Il découvre donc un phénomène fondamental qui est la marque de naissance de la chimie, c'est la possibilité de décomposer ce qui paraissait auparavant être des éléments fondamentaux, comme l'air. L'air n'est pas un élément, mais il est lui-même composé de plusieurs choses, notamment l'oxygène. La découverte par Lavoisier de l'oxygène va générer un enthousiasme assez fort pour la chimie. Un groupe de scientifiques, dont Carlyle, qui appartient à la Royal Society de Londres, vont travailler sur l'hypothèse qu'en fait c'est un mécanisme chimique de décomposition qui est à l'origine de l'électricité voltaïque. Carlyle va défendre que la présence du carton imbibé d'eau entre les plaques de métal n'est pas du tout anodine, mais qu'elle joue un rôle de substitution par rapport à la grenouille de Galvani, de sorte que dans les deux cas, l'humidité contribue à formuler un mécanisme chimique de décomposition de l'eau qui produit l'électricité voltaïque. Cette hypothèse très intéressante conduira d'ailleurs à la découverte du dispositif qu'on appelle l'électrolyse. Une électrolyse consiste à décomposer l'eau en oxygène et hydrogène à partir de l'électricité. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très surprenant, de très audacieux dans les propositions de Carlyle. Pour le dire trivialement, si on empile des plaques de métal, on peut produire un phénomène aquatique qui n'avait jamais été observé auparavant. Et ce type de découverte, il est source d'espoir et de questions nouvelles qui font le cœur de ce qui est stimulant dans les sciences.
Un des intérêts du falsificationnisme, c'est donc aussi de rendre compte de la mécanique du progrès scientifique. L'ensemble des phénomènes disponibles à une époque permet de formuler certaines hypothèses. Ces hypothèses, elles ont un caractère général et précis qui permet de les rendre prédictifs. Ces prédictions, on peut les confronter à l'expérience, et ce qui ressort de cette confrontation à l'expérience, c'est soit une confirmation provisoire, soit une réfutation. S'il y a confirmation, il faut chercher d'autres conditions de falsification, jusqu'à ce que cette falsification permette de préciser le problème de départ, de manière à formuler de nouvelles hypothèses, etc. Le falsificationnisme ne considère donc pas qu'il y a dans la science une finalité qui serait la vérité qu'on pourrait atteindre une bonne fois pour toutes. Au contraire, le progrès de la science est infini, mais par le mécanisme de falsification successive, il tend de façon asymptotique vers la vérité. Le falsificationnisme, par le critère de réfutabilité des théories, permet de donner une solution intéressante et satisfaisante au problème de la démarcation. Remarquons que ce critère est nécessaire, mais non suffisant. Pour être scientifique, un énoncé doit avoir une grande puissance de prédiction, une forte généralité. Et de plus, il doit être assez précis pour trouver des conditions de réfutation. Le falsificationnisme conjoint donc parfaitement l'exigence de généralité avec l'exigence de testabilité. Et la conjonction de ces deux exigences permet aussi de formuler un critère non seulement de ce qui est scientifique, mais de ce qu'est la bonne science. La bonne science, elle doit être audacieuse, elle doit provoquer nos conceptions du monde, c'est-à-dire nous apprendre quelque chose de nouveau. Remarquons maintenant qu'un des points qui vont beaucoup faire discuter le falsificationnisme, c'est qu'il a quelque chose en commun avec l'inductivisme. Pour le dire dans les termes de l'épistémologie classique, l'inductivisme, comme le falsificationnisme, sont des théories de la vérification. Vérification ne veut pas ici dire qu'on doit pouvoir trouver une preuve d'une théorie. On a vu que le falsificationnisme renonce à l'idée de preuve. Vérificationnisme, cela veut dire qui admet qu'il y a des expériences cruciales. Des expériences qui nous permettent d'observer des faits qui tracent un chemin de croix, dans lequel une théorie est éliminée. Mais déjà, dans les éléments d'histoire de l'électromagnétisme qu'on commence à avoir aperçus, il semble qu'il y ait des éléments qui nous montrent que c'est pas aussi simple que ça. D'abord, le galvanisme n'a jamais été totalement réfuté, parce qu'il est vrai qu'il y a dans les êtres vivants une génération d'électricité. Entre Galvani, qui admet que les animaux causent l'électricité, Volta, qui admet que le contact des métaux cause l'électricité, et Carlyle, qui admet qu'un mécanisme chimique de décomposition cause l'électricité, il y a 3 interprétations d'un même fait. La grosse difficulté du falsificationnisme que nous examinerons donc dans la prochaine vidéo, c'est celle du rapport entre la théorie et l'expérience. Peut-on vraiment parler de fait scientifique, ou ce qu'on nomme un fait scientifique est toujours déjà théoriquement engagé dans une interprétation de ce fait? Mais ça, c'est pour la prochaine fois.